Bonjour à toutes et tous, merci de m'avoir invité pour cette présentation d'un chapitre qui est dans l'ouvrage Travailler mieux et qui est intitulé Travailler mieux au temps de la transition écologique. Alors, ah voilà, c'est mieux. Merci. Un premier slide un peu diffus, mais juste pour dire que cette question de la transition écologique, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de la notion employée, des objectifs visés. Rapidement, on est passé de différents vocables de développement durable, croissance verte, transition écologique, pour évoquer un impératif qui aujourd'hui semble faire consensus, même si on est dans une période un peu trouble, pour l'idée de définir une stratégie de soutenabilité de nos modes de vie et de nos modes de production. Le terme transition écologique, c'est un peu celui qui est à la mode actuellement. Pourquoi ? Parce que il est à la fois utile dans le registre militant, on pense transition, donc on pense transformation, et dans un registre aussi gestionnaire. La transition, c'est un changement par étapes, on sait qu'on va d'un point A vers un point B, donc on peut dire on engage une transition pour aller vers le développement durable, et là on a un l'outil de la planification qui est revenu dans le débat public. Et puis il y a rapidement l'idée d'associer comme un changement naturel, un changement social dans une vision écosystémique, et là on est dans une approche plus réformiste, et donc ça fait un peu moins peur que des termes comme révolution ou voilà. Les limites de ce terme-là, c'est ça, c'est que quand on dit transition, on ne dit pas grand-chose, parce qu'on ne dit pas de où vers où. Il y a beaucoup de débats sur les diagnostics et les remèdes, les chemins à prendre pour atteindre ces objectifs de développement durable, pour aller vite, depuis la solution, le technosolutionnisme de la croissance verte jusqu'à des propositions plus en lien avec la sobriété dans une société désirable, récemment par Dominique Méda. Et puis la transition, qui l'a fait, comment on l'a fait, là aussi il y a pas, il y a beaucoup de débats. Et donc ici on va utiliser différents termes: bifurcation, reconversion, redirection. On va rester sur une approche un peu globale de dire c'est un changement des modèles de production et de consommation qui induit des mutations des rapports productifs et des rapports sociaux. Voilà, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Alors, deuxième slide pour vous dire rapidement ce que l'on sait aujourd'hui des transformations des emplois et du travail au temps de la transition écologique. Donc là, je m'appuie sur des travaux qui ont été menés notamment au CEREC depuis le milieu des années 2010. Et puis d'autres travaux qui se développent pas mal en ce moment, qui sont de plus en plus appropriés. Il y a les travaux de prospective notamment qui ont eu lieu dans le cadre du rapport Pisani-Mafuz il y a 2 ans, qui donne une approche, alors là pour le coup quantitative, prospectiviste de ce que fait ce que ferait une transition écologique à l'emploi. On est sur des volumes de création nette d'emplois entre 200 et 500 000 emplois. Donc, comparé aux 30 millions d'emplois en France, si vous voulez, c'est pas non plus énorme. Par contre, ce qu'on sait sur les métiers, les emplois qui contribuent à la transition écologique, c'est qu'on a un verdissement des métiers, mais qui est parfois terni par le statut des emplois en question, avec des faibles niveau de rémunération pour une bonne part, et des conditions de travail difficiles, dégradées. On pense à une majorité d'emplois ouvriers dans les industries du tri ou de la gestion des ressources, par exemple. Autre résultat apporté par ces recherches, de nature plus qualitative pour le coup, quand on regarde les métiers liés à la transition écologique, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux métiers, mais il y a beaucoup de transformations de métiers existants. Par exemple, si l'on passe de la maintenance électrique sur des installations standards de production électrique à une maintenance électrique sur des éoliennes, on a effectivement un changement de contexte d'organisation du travail, de milieu d'exercice du travail, mais pas vraiment de nouveaux métiers. Autre résultat, donc, une évolution des compétences effectivement constatée dans des organisations du travail et des modes de gouvernance qui vont privilégier la délibération dans les entreprises que nous avons enquêtées et qui, elles, avaient déjà un objectif de transition écologique qui intégrait dans leurs préoccupations, dans leur modèle, des préoccupations de gestion des ressources, d'économie circulaire, de gestion des déchets. On se rend compte qu'effectivement, il y a une nécessité à penser les modes de gouvernance de ces transformations. Je reviendrai dessus.
des pratiques de formation et des évolutions des systèmes socio-techniques. Et là, je rejoindrai ce qui vient d'être dit sur l'enjeu politique de ces évolutions des systèmes socio-techniques. Enfin, troisième type de résultat, on constate un développement du sens du travail et au travail dans l'ensemble des entreprises en cours de verdissement qui ont été enquêtées. Donc il y a une forme de revalorisation des métiers, un accroissement du sentiment d'utilité sociale, par exemple chez des techniciens qui interviennent dans les espaces verts dans une commune et qui passent à des méthodes plus durables d'entretien de ces espaces verts. Eh bien, on a une forme de sentiment d'utilité sociale en préservant l'environnement qui est le leur également, et puis des métiers qui sont vécus comme un engagement militant en faveur d'écologie. Là, on est plus sur tout ce qui se développe comme métier de chargé de mission d'accompagnement à la transition écologique, au développement durable, etc. Ce que je traite plus particulièrement dans le chapitre de l'ouvrage, c'est la question de lier verdissement, qualité du travail et de l'emploi, qui reste vraiment un défi aujourd'hui. Et pour en venir au chapitre, je me suis appuyée sur la notion de transition écologique juste, qui est celle proposée par l'Organisation internationale du travail dès les années 2016, c'est-à-dire la promotion d'emplois décents, plus nombreux, qui anticipe les restructurations, les trajectoires des salariés qui peuvent avoir à être mobiles d'un emploi à l'autre, les compétences et les besoins en compétences et le dialogue social en temps de transition écologique. Alors, quelles sont les conditions pour une transition écologique juste du travail? Là aussi, c'est plus exploratoire que vraiment des choses qui sont déjà mises en œuvre. Il y a quatre conditions ou défis. L'amélioration des qualités des emplois, la valorisation des compétences, la sécurisation du travail et l'intégration de dimensions collectives et territoriales dans ces transformations. Je vais, pour aller un peu plus vite, vous présenter de façon groupée les enjeux d'amélioration de la qualité des emplois et de valorisation des compétences, parce que comme l'a dit Jérôme à propos de l'introduction de l'IA, on est sur des dimensions qui sont déjà un peu connues dans tout contexte de transformation, de mutation des systèmes productifs. Se pose la question de comment avoir des emplois de meilleure qualité. Je vous l'ai dit, les emplois verts sont de faible qualité pour une grande partie d'entre eux. Et puis comment, alors que les travailleurs et les travailleuses sont amenés à acquérir de nouvelles compétences, comment elles sont mises en œuvre et surtout comment elles sont valorisées et reconnues. Donc des questions assez classiques, je dirais, dans des moments de reconversion. Alors les propositions pour une meilleure reconnaissance des emplois et des qualifications, elles viennent alimenter ce qui a déjà été un peu dit ce matin sur la mesure de la qualité de l'emploi, avec l'idée éventuellement d'ajouter une mesure de la qualité écologique des emplois. Alors une mesure qui peut être à la fois objective, on l'a fait dans une des enquêtes du CEREC à propos de la mesure de l'impact de l'introduction de normes environnementales, l'impact sur l'activité de travail des salariés. C'était l'enquête défi, et en 2019, on avait 10% des salariés qui disaient qu'au cours de l'année écoulée, leur activité de travail avait été impactée par l'introduction d'une norme environnementale. Donc là, on voit bien qu'on a peut-être un indice d'écologisation du travail. Et puis, on peut avoir aussi une mesure un peu plus subjective de la dimension écologique à travers l'expression d'un ressenti par les salariés sur de quelle façon considérez-vous que votre travail impacte sur l'environnement, par exemple. Voilà, ça, et là on peut mesurer ce que Thomas Coutreau appelle le conflit éthique autour de l'impact du travail sur l'environnement. Deuxième proposition, valoriser les compétences vertes dans les formations et au travail. Alors, les compétences ne sont pas vertes par nature, elles sont vertes quand elles sont exercées dans un contexte qui permet de prendre en compte les considérations environnementales. Comme toute compétence, elle n'existe pas en soi, elle existe dans son exercice. Je ne vais pas revenir sur le travail réel qui a été évoqué ce matin, mais c'est cette approche-là. Et donc, valoriser les compétences, par exemple, on vous en parlerait sans doute, dans le BTP, on est dans le BTP dans un secteur qui est enserré par un filet normatif important en ce qui concerne des enjeux environnementaux. Eh bien, dans les enquêtes que nous avons conduites auprès d'entreprises
du BTP, on se rend compte qu'il y a des compétences requises pour l'application de ces nouvelles normes environnementales, des compétences qui peuvent être techniques, l'utilisation de nouveaux matériaux, mais des compétences qui peuvent être aussi organisationnelles, hein, comment sur un chantier d'un bâtiment basse consommation on se coordonne entre corps d'État pour avoir vraiment un bâtiment complètement thermiquement parfait, j'ai envie de dire, et puis des compétences là aussi comportementales, aussi savoir comprendre ce que va expliquer l'autre dans sa façon de travailler pour mieux travailler ensemble. Donc ces compétences-là, elles sont de fait mises en œuvre quand on applique des nouvelles réglementations environnementales, mais elles sont souvent peu reconnues. Alors là, on a les outils traditionnels hein, de validation des acquis de l'expérience, de pratique d'AFEST pour reconnaître, valoriser ces compétences. Et puis, la troisième proposition, je vais revenir, évidemment m'inscrire dans ce qui a été dit depuis ce matin sur les questions du dialogue professionnel qui permettent dans un cadre d'innovation sur les lieux de travail, de pouvoir identifier les problèmes que pose, par exemple, l'introduction de normes environnementales, donc de le dire, de l'exprimer, de trouver d'éventuelles solutions pour travailler mieux au temps de la transition écologique, trouver des solutions pour mieux faire, et puis le dialogue social, afin de négocier les conditions de la mise en œuvre de ces transformations, et puis la reconnaissance de la contribution des salariés à cette valeur ajoutée environnementale de l'entreprise. C'est un peu ce qui est, il me semble, qu'on peut mettre en lien avec ce qui est prévu dans la loi climat et transition. C'est ça, climat et transition, ouais, sur la mise en débat des objectifs environnementaux dans les CSE. Troisième, c'était le troisième, j'en ai traité deux d'un coup. Troisième enjeu, c'est la sécurisation du travail au temps du changement climatique. Alors c'est peut-être celui qui intervient le plus immédiatement hein, quand on se dit comment travailler mieux en temps de transition écologique. Bah, comment travailler mieux quand l'environnement se dégrade, quand il y a des épisodes de forte chaleur qui perdurent et qui se reproduisent. Eurofond, au niveau européen, vient de sortir une étude en 2024 qui montre que 34% des hommes et 18% des femmes ont été au cours de l'année exposés à des températures élevées dans le cadre de leur travail. On a des proportions qui peuvent atteindre 68% dans l'agriculture, 52% dans le BTP. Donc vraiment, il y a un enjeu d'adapter, pour tout dire, le travail au dérèglement climatique. La difficulté qui est évoquée notamment dans le rapport du Césaire, je ne vais pas m'étendre dessus, de 2023, qui s'intitule Travail et climat, c'est qu'on est face à des champs d'action assez cloisonnés entre santé au travail et santé environnementale. Donc là, on peut penser qu'une approche de type One Health, hein, c'est-à-dire qui se veut systémique et transverse à des questions en lien avec la santé au travail, la santé environnementale, la santé de l'environnement, c'est-à-dire cette idée de dire on protège le travailleur mais on protège aussi l'environnement ensemble, c'est sans doute une piste à explorer dans la façon de repenser les politiques, mais aussi les dispositifs ou les outils comme le DUERP, le document unique de... Aidez-moi, j'ai oublié le sigle. Je réveille tout le monde que le tir du tueur. Document unique. C'est parfait, merci. Je t'ai réveillé. Bon, alors, dernière dimension. L'approche individuelle ne suffit pas. Quand on parle de transition écologique, vous avez tout ça en tête, on a les idées des éco-gestes. Hein, n'oubliez pas d'éteindre la lumière en sortant. Voilà. Et chacun, en petit colibri, on va contribuer à sauver la planète. Donc c'est pas tout à fait ça qui se passe. C'est pas ça non plus qui se passe dans le travail. On aura beau former des personnes à des compétences dites vertes, les accompagner pour passer d'un emploi à l'autre. Cette approche individuelle, elle ne va pas suffire à intégrer les enjeux, les préoccupations environnementales dans l'exercice du travail. Et ce qu'on sait par ailleurs de la transition écologique, et là on est plus sur des travaux de sciences de l'environnement, c'est que cette transition écologique, elle est systémique, il y a plein d'éléments qui sont reliés entre eux et qui font système, et puis surtout elle est territorialisée. On va avoir beaucoup de diversité territoriale dans la façon dont
les changements climatiques impactent le territoire d'une part, et dans la façon dont les activités productives sur les territoires vont être impactées par une orientation plus écologique de leurs activités productives. Oui. Je conclus sur à quel niveau on peut traiter ces dimensions collectives. L'entreprise, ça a été pas mal dit déjà dans la journée, hein, dialogue social, dialogue environnemental. La chaîne de valeur, alors je suis contente d'avoir entendu ça, parce qu'effectivement, en ce qui concerne la transition écologique, ça ne vient pas immédiatement, mais de fait, les inputs, les outputs d'une entreprise, l'entreprise, elle n'est jamais isolée, elle a des fournisseurs en amont, elle a de la distribution en aval, et si on veut entrer dans une dimension de transition écologique, il faut penser l'ensemble de cette chaîne de valeur et intégrer, alors là on n'est pas sur le mot à dire, mais plutôt la représentation dans les conseils d'administration de salariés qui savent dans quelle mesure ces transformations des inputs et des outputs va changer leur travail. Enfin, sur le territoire, on a des innovations qui sont en cours, des expérimentations dont vous avez sans doute entendu parler, qui évoquent des pistes de sécurité sociale, de redirection écologique. Par exemple, sur un territoire comme Gardanne, autour d'une usine de production énergétique, sur un territoire comme Chapelle d'Arblay, autour de la papeterie, on a des endroits où il y a des collectifs qui réunissent des salariés, des industriels, des clients, des collectivités qui réfléchissent à la transition écologique territoriale, pour lesquels on met des moyens pour réfléchir aux activités à redévelopper sur le site. Je pense à la station de ski de Métabief, par exemple, qui est rentrée dans ce processus-là. Il doit plus y avoir des neiges, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met tous ensemble à évoquer cette transition écologique comme réinterrogeant toute la gouvernance de notre territoire. Voilà, c'est des expérimentations sur lesquelles on peut avoir sans doute un œil bienveillant et intéressé pour voir comment les acteurs s'organisent à ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé, je crois.